Allô. Alors, une validation pour ta lecture de la structure que tu as faite pour la structure de l'hémoglobine. Oui, je sais, c'était une lecture qui était difficile et ça se peut que tu trouves la validation un peu longue, mais c'est ça qui est ça. Alors, pour ta validation, tu vas avoir besoin de la prise de notes que tu as faite pendant ta lecture, donc les pages 117 à 121 de ton matériel complémentaire. Il y a plusieurs figures qui vont être utilisées dans la présentation. Tu vas les trouver aux pages 123 à 127 dans ton matériel complémentaire. Et je t'invite à valider les mots-clés surtout. Ils ont été soulignés dans chacune des réponses. Alors, la première question, la principale caractéristique d'une structure primaire, c'est la séquence des acides aminés. Dans le cas de l'hémoglobine, on a 4 unités protéiques. On les appelle globine alpha 1 et alpha 2 et bêta 1, bêta 2. Donc, alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2. Les unités alpha comptent 141 acides aminés, alors que les unités bêta en comptent 146. Si tu prends ton manuel à la page 476, il y avait un tableau qui était là. Oui, le voilà qui apparaît. Alors, ça, c'est vraiment la séquence. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est que ça, c'est le numéro de l'acide aminé. Hein? Puis ça, c'est la séquence pour les globines alpha, les globines bêta. Et ce qui est utilisé, c'est le code unilettre. Donc, tu risques d'avoir aussi besoin du tableau de la page 425 pour être capable d'identifier les acides aminés qui vont avec chacune des lettres. Par exemple, les acides N-terminaux, pour une globine alpha ou une globine bêta, c'est le même. C'est un acide aminé V qui correspond à la valine. Les acides C-terminaux, qui sont les derniers, R et H. R, vois-tu, je ne m'en souviens pas par cœur, mais H, c'est histidine. Structure secondaire de l'hémoglobine. Alors, quand on parle de la structure secondaire, on parle des liaisons hydrogènes qui vont se faire entre les liaisons peptidiques, ce qui nous donnait l'hélice alpha et le feuillet bêta. Ce qui est commun pour l'hélice alpha et le feuillet bêta, c'est les liaisons hydrogènes. Et deuxième élément, la proline va arrêter la structure. Ce qui est distinct, c'est la forme de la structure secondaire et aussi les acides aminés qui sont susceptibles de faire la structure. Pour une hélice alpha, tous les acides aminés sauf la proline. Dans le cas des feuillets bêta, ça te prend des chaînes latérales petites, alanine, glycine et sérine fondamentalement. Dans le cas de l'hémoglobine, on se retrouve avec uniquement des hélices alpha, il n'y a pas de feuillet bêta. La position des hélices, tu vas la trouver dans le tableau 14.3 de ton manuel qui est à la page 477. Là, il y a une différence. Dans les globines bêta, il y a 8 hélices alpha qu'on numérote, en fait, qu'on appelle respectivement avec une lettre majuscule A, B, C, D, F, G, H. Beaucoup d'imagination, les 8 premières lettres de l'alphabet. Dans le cas des globines alpha, il y en a 7. Autrement dit, on n'a pas de globine, on n'a pas d'hélice D dans les globines alpha. On regarde le tableau 14.3. Alors là, ce qu'on dit, c'est par exemple pour une hélice A, elle comporte 16 acides aminés, hein, A1 à A16, qui se situent respectivement en position 3 pour le premier acide aminé et en position 18 pour le 16e. Et on fait la liste comme ça pour chacune des 7 hélices d'une globine alpha ou les 8 hélices d'une globine bêta. Si on met nos deux tableaux en vis-à-vis, alors là, j'ai pris le temps de te montrer, OK, donc on a dit pour l'hélice A, elle commence en position 3, 1, 2, 3. Hein, ici, tu le vois bien, troisième acide aminé. Et on va jusqu'à 16 plus tard. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais te le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ce qui nous amène en position 18. Dans la globine bêta, on commence en position 4. On a encore une fois 16 acides aminés, ce qui nous amène à la position 19. Tu vois le principe? On va le faire avec une... Donc, on peut faire aussi le travail avec une autre hélice. On va le faire avec l'hélice E.
Donc, si on regarde, on commence en position 52. 50, 51, hop, 52. On compte 19 acides aminés. Donc, je te laisse compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hop, 19. Et je suis bel et bien en position 70. Ça va être la même chose dans une globine bêta. Donc, 1 est en position 57 et le 19e acide aminé va se trouver en position 75. Les hélices E et F sont appliquées dans une cavité en V. Donc, ça, c'est la réponse à la question 2F. Alors, voici comment sont placées les hélices. A, B, C, D, E, F, G, H. Et là, on te dit E et F sont dans une cavité. Voici la cavité qui est en V. Donc, le V est vraiment bien évident. Ça fait le tour de la structure secondaire. Donc, structure tertiaire, principale caractéristique, c'est les interactions que font les chaînes latérales des acides aminés. Dans le cas de l'hémoglobine, ce qu'on appelle la structure tertiaire, c'est de montrer comment le noyau M est lié, comment il est amarré à la globine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un noyau M? Ben, tu as une figure ici qui te le montre. Alors, au centre, on se retrouve avec un fer 2+. Si c'était du fer 3+, ce serait de la méthémoglobine. Ton fer 2+, fait des liaisons avec 4 fers. 1, 2, 3, 4. Et si tu regardes qu'est-ce que c'est comme molécule, cette chose-là, ben, il n'y a pas de liaison peptidique, donc ce n'est pas protéique. C'est ce qu'on appelle un noyau de type protoporphyrique. Ça fait très bien pour glisser ça dans une conversation sociale. Les hélices qui lient le noyau, ben, c'est justement là, mes hélices E et F qui étaient dans la cavité en V. Et ce sont des chaînes latérales d'histidine qui sont responsables de faire les liaisons. Alors, on a une première histidine. Ça, si tu regardes, c'est la chaîne latérale d'une histidine. Tu peux aller vérifier à la page 425 si tu es sceptique. Et donc, on va avoir l'azote qui va vraiment venir faire une liaison avec le fer. C'est bon? Donc, c'est vraiment l'azote qui vient faire une liaison. Quand je suis sur une globine alpha, l'histidine est en position 87. Sur la globine bêta, je suis en position 92. Mais dans les deux cas, c'est le 8e acide aminé de l'hélice F, donc c'est ce qu'on va appeler la position F8. Histidine F8. Cette histidine-là, on l'appelle histidine proximale. Dans 2 minutes, tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'on parle d'une histidine proximale, c'est qu'il y en a une qui est différente. Je reviens avec mon tableau. Alors, on a dit alpha 87, bêta 92. On est en F8 dans les deux cas. Alors, mon hélice F commence à la position 80. Pour les globines alpha, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H, c'est une histidine. Et on peut faire le même travail pour la globine bêta. Je pars en position 85. Je me rends jusqu'à 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, une histidine. Donc, dans les deux cas, 8e acide aminé, je suis en F8 et c'est une histidine. Si je regarde toujours dans ma cavité en V, alors là, j'ai une autre histidine. C'est la même chaîne latérale hein, pour ton acide aminé qui vient permettre de fixer l'oxygène au-dessus du fer. Quand je suis dans une globine alpha, l'histidine est en position 58. Sur la globine bêta, je suis en position 63. Dans les deux cas, je suis sur le 7e acide aminé d'une hélice E, c'est ce qu'on appelle la position E7. Et cette histidine s'appelle histidine distale. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça histidine? Donc, si je regarde, je reviens encore avec mon tableau où j'ai toutes les choses qui sont présentes. Alors, mon hélice E commence en position 52, hop,
et c'est le 7e acide aminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, et voilà mon histidine. Et c'est la même chose pour la globine bêta. Je suis en position 57. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H, j'ai encore une histidine. Pourquoi est-ce qu'on dit histidine proximale et histidine distale? Alors, je t'invite à regarder la grosseur des flèches, la longueur des flèches. Histidine proximale, la distance est petite, c'est ce qu'on appelle proximité, histidine proximale. Pour l'histidine distale, la distance est beaucoup plus grande, donc distance, histidine distale. Bon, la structure quaternaire de l'hémoglobine. Alors, quelle est la principale caractéristique de la structure quaternaire? C'est que quand on a plusieurs unités, on va décrire comment c'est assemblé. Dans l'hémoglobine, j'ai 4 unités qu'on appelle respectivement alpha 1, alpha 2, bêta 1 et bêta 2. OK, alors là, il y a beaucoup de choses à décrire, alors c'est pour ça qu'on va y aller étape par étape. L'unité alpha 1 s'assemble avec bêta 1 et l'unité alpha 2 s'assemble avec bêta 2. Pour assembler ça, pour le faire tenir ensemble, on a 35 résidus, ou si tu préfères, 35 chaînes latérales d'acides aminés qui font des interactions entre elles. J'ai 35 chaînes, ça c'est comme si j'avais comme un super plein de velcro là, qui me tenait ça ensemble, donc ça va être très rigide. Je te montre la structure quaternaire de l'hémoglobine, on l'avait vu un peu plus tôt dans les travaux. Donc, je mets en évidence l'assemblage alpha 1, bêta 1, 35 chaînes latérales ici, là, dans toute cette zone-là, qui vont assurer les liens entre ça. Même chose, alpha 2, bêta 2, on va avoir 35 chaînes latérales qui mettent ça tous ensemble. Donc, c'est très rigide. En fait, c'est comme si c'était tes avant-bras. Tu pourrais te dire, alpha est un point, puis bêta est un coude, tu as un os entre les deux, ça tient super solide. Si tu regardes, toujours sur ta structure quaternaire, tu vas remarquer qu'il y a des zones de contact entre alpha 2 et bêta 1, ici, et entre alpha 1 et bêta 2, ici. Ces zones de contact-là sont assurées par, ce que tu vois là, tout ça ici, là, il y a 19 chaînes latérales qui font des interactions. Donc, 19 chaînes latérales d'acides aminés, 19 résidus, c'est des synonymes. Pour compliquer les choses, la structure quaternaire de l'hémoglobine, il n'y en a pas juste une, il y en a deux. C'est le fun, hein? Alors, la première, qu'on appelle la forme T, on l'appelle la forme tendue, et la forme R, qu'on appelle la forme relâchée. En anglais, on va dire tense et relax. Si ça t'intéresse. La forme T, la forme tendue, c'est la déoxyhémoglobine. La forme relâchée, oxyhémoglobine. Donc, en passant de oxy à déoxy, on change la structure quaternaire. OK, 4G. Dans la déoxyhémoglobine, mon fer est en dessous du noyau M. Là, ce qui va se passer, c'est que quand je suis dans la forme déoxyhémoglobine, je vais avoir un premier oxygène qui se fixe. En faisant ça, l'oxygène vient de se fixer. J'ai pris mon fer puis je l'ai fait rentrer ici, dans le milieu du noyau M, parce que ça, crois-le ou non, c'est une représentation du noyau M. Donc, mon fer qui était en dessous se retrouve en plein centre. Si tu regardes bien sur la figure, l'hélice F, en faisant ça, elle bouge. Elle n'est plus au même endroit. Et si je fais bouger l'hélice F, je fais aussi bouger mon hélice E. En termes plus techniques ou scientifiques, le premier oxygène fait passer l'unité sur laquelle se fait la fixation, on le fait passer de petit t à petit r.
Là, je te rappelle, l'hélice E, l'hélice F changent. Mais ça, c'est pris dans les interactions avec alpha 1, bêta 1 ou alpha 1, bêta 2. Ça va donc se répercuter sur toutes les autres unités qui vont avoir la capacité de fixer l'oxygène encore plus rapidement. Cette chose-là s'appelle la coopérativité allostérique. Dans les faits, ce qui va se passer, c'est que ton hémoglobine existe en seulement deux formes possibles. La forme T, qui est complètement dépourvue d'oxygène, donc ça c'est ma déoxyhémoglobine, ou alors elle va avoir 4 oxygènes, qu'on représente comme ça, et ça c'est la forme R. OK, c'est bon, on peut regarder encore plus loin. Dans ma forme tendue, mon noyau M forme un dôme. Dans la forme R, il est complètement plan. On est dans les détails très techniques. Quand je fais changer quelque chose sur une unité, ça va faire changer plein d'affaires. On a dit qu'il y avait 19 résidus qui assuraient la cohésion entre alpha 2 et bêta 1. Donc, un exemple de ça, c'est l'histidine en 97 sur une globine bêta avec la thréonine en 41 sur l'hélice alpha. Alors, quand je suis dans la forme tendue, mon histidine en 97, ça c'est la chaîne latérale, elle fait une interaction avec la thréonine en 41. Dans la forme oxyhémoglobine, il y a eu un glissement. Si tu regardes là, mon segment ici d'hélice, hop, est déplacé. Il a remonté vers le haut. Et en fait, il se retrouve vis-à-vis une thréonine en position 38. Donc, mon histidine en bêta 97 fait maintenant une interaction avec l'histidine en alpha 38. On glisse entre les deux positions. Puis si tu regardes, là, n'essaye pas de venir mettre une histidine en face de ça ici, là, il n'y aura juste pas de place. C'est comme si c'était des marches d'escalier. Hein? On peut être sur la marche 1 ou la marche 2, mais on ne peut pas être entre deux marches. Donc, là, si je regarde, on a deux formes possibles, la forme tendue, la forme relâchée. Si tu regardes, là, dans la forme tendue, j'ai une cavité centrale qui est aussi présente dans la forme relâchée, mais elle est beaucoup plus petite. Dans cette cavité-là, on va avoir le 2,3-DPG. Oui, celui qu'on a vu quand on parlait de déplacer la courbe de saturation. Alors, le 2,3-DPG, qu'est-ce que c'est? C'est un intermédiaire de la glycolyse dans le globule rouge et uniquement dans le globule rouge. Glycolyse, là, je te rappelle, on part du glucose, puis on se rend jusqu'à l'acide pyruvique. Si tu regardes la figure de la glycolyse, tu vas voir que tu vas y avoir à un moment donné le 2,3-diphosphoglycérate. Le 2,3-DPG se trouve en plein milieu de la cavité de l'hémoglobine. Le 2,3-DPG va faire des contacts entre les chaînes bêta 1 et bêta 2. Si tu regardes, là, ça c'est tout bêta 1. Puis ça, c'est tout bêta 2. Hop, hop, hop. Quand le 2,3-diphosphoglycérate est présent, qu'est-ce que ça fait? On stabilise la déoxyhémoglobine. Les acides aminés qui sont impliqués là-dedans, il y a une lysine en position 82 pour bêta 1 et pour bêta 2. J'ai l'histidine en position 2 et l'histidine en position 143. Et l'acide N-terminal, dans les conditions normales de la cellule, il va être sous forme cationique, donc un N+, c'est une valide. OK, donc tu le vois bien, j'ai ma bêta 1, mon bêta 2, et c'est ici, complètement au centre, que se trouve mon 2,3-DPG de la forme tendue. Si tu regardes dans la forme R, ta cavité, elle est beaucoup plus petite.
Alors, quand ma cavité rapetisse, qu'est-ce qui se passe? Pouf! Mon 2,3-DPG est expulsé. Si j'essaye de résumer tout ça, là, on a deux formes d'hémoglobine, la déoxyhémoglobine, HHB, la forme tendue, l'oxyhémoglobine, HbO2 4 fois, la forme R. On a vu, hein, quand on parlait de la courbe de saturation, j'ai mon déoxy qui prend 4 oxygènes, ça me donne oxyhémoglobine avec mes H+. Ma saturation, on l'a dit la semaine dernière, ou en tout cas, il y a quelques heures de formation pour toi, c'est mon oxyhémoglobine sur, fondamentalement, oxyhémoglobine plus déoxyhémoglobine. Donc, ça correspond à dire la forme R sur la forme R plus la forme T. Ça va? Là, prends-toi une petite pause parce qu'on va passer à autre chose, à savoir les autres formes d'hémoglobine et les mutations de l'hémoglobine. Tu te mets en pause, tu vas aller lire les pages 485 à 486 et 486 dans ton manuel. Quand c'est fait, reprends le visionnement. Je vais voir avec toi les mutations de l'hémoglobine. OK. Alors, voici un exemple de mutation, l'hémoglobine providence. Puis ce qu'on voit dans la littérature scientifique, là, c'est on va dire hémoglobine providence, bêta 82, entre parenthèses E, F6, K, N, A, flèche vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, hémoglobine providence, généralement, les mutations sont découvertes dans des hôpitaux, donc c'est le nom de l'hôpital où la mutation a été identifiée. Dans ce cas-ci, l'hôpital de Providence, qui est dans la banlieue de Boston. On t'indique ensuite, l'information, c'est où est la mutation. Ça se fait où? Ici, ce qu'on dit, bêta 82, ce qu'on t'indique, c'est que c'est une globine bêta en position 82. Entre parenthèses, on t'indique la position de la mutation, mais cette fois-ci en fonction des hélices et des coudes. Donc, si tu as deux lettres, c'est que tu es dans un coude. Ici, on est donc dans le coude entre les hélices E et F. EF en position 6, donc le 6e acide aminé dans le coude entre E et F. Ensuite, on va te dire, bon, ben, quelle est la mutation précisément? Alors là, ce qu'on t'indique, c'est le nom de l'acide aminé initial, celui qui est là naturellement, et il a été remplacé par quoi? Là, tu vas avoir besoin de ton tableau à la page 425 parce que c'est les codes unilettres. Donc ici, K, ça correspond à la lysine. Et elle a été remplacée par N, qui correspond à l'asparagine. Les mutations de l'hémoglobine vont souvent modifier l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Donc, on parle en termes d'affinité. L'affinité augmente ou l'affinité diminue. Là, je te rappelle, hein, tout ça va être lié à est-ce que je favorise oxyhémoglobine ou déoxyhémoglobine. Alors là, ici, ce qu'on dit, c'est l'affinité est diminuée. Tu vois bien les petites flèches vers le bas. Donc, si mon affinité est diminuée, j'ai moins d'oxyhémoglobine. Donc, j'ai plus de déoxyhémoglobine. C'est la forme tendue qui va être favorisée. Et là, souvent, on se dit, ouais, mais là, attends une minute, c'est-tu normal, ça? Alors, on est en bêta 82. Bêta 82, c'est pas n'importe quel acide aminé. C'est un des acides aminés qui est impliqué dans la fixation du 2,3-DPG. Tu te souviens, là, on avait 4 acides aminés, donc c'est un de ces 4 acides aminés-là. Ici, ma lysine a été remplacée par de l'asparagine. Et on te dit, la forme T est favorisée. Donc, on peut postuler que l'asparagine va, favoriser ou stabiliser la fixation du 2,3-DPG. Si l'affinité est diminuée, la courbe de saturation
La saturation va me donner une saturation plus basse pour une PO2 donnée. Si tu es plus sûr de ton coup, retourne voir tes notes sur la courbe de saturation. Donc, si ma saturation est diminuée, je viens de déplacer ma courbe vers la droite. Ça, c'est le genre d'exercice que tu vas avoir à faire dans ton devoir. C'est bon? Alors, fais les exercices 14.5 à 14.7 à la page 92 dans ton manuel. Et quand c'est terminé, tu m'envoies un MIO, je t'enverrai le devoir qui sera évidemment accompagné d'un exemple de tâche réalisée.